Donnacona Chrysler Fiat, toujours ouvert le samedi à seulement 20 minutes de Québec. L'Extra. 80. La fin de semaine à 16h, on sort le synthétiseur. L'Extra. Ce week-end dans l'Extra 80, au signal de Guy Massé, appelle. Si t'es le bon appel, tu gagnes un certificat resto de 50 $ au Dorsey. L'Extra. Tout de suite après les gens du rock. Radio X. Une présentation du Dorsey. Goûtez comme c'est beau, comme c'est bon le Dorsey. Le restaurant qui se prend pour un pub en face de l'hôtel de ville. Généreuse table d'hôte à 49 $ pour deux et copieux fish and chips à 19,95 $, bière inclus au Dorsey. Le 5 à 7. C'est le retour à la maison de ceux qui sont poignés dans le trafic. Le 5 à 7. Radio X. Quittez le Québec. On parle avec un Québécois ou une Québécoise, quelque part sur la planète. Loin d'ici, loin en Titi. On termine la semaine avec notre Quitter le Québec. Moi, juste que j'aime ça, cette chronique-là, Martine. Oui, on dirait plus ça va, plus on a des bons sujets. Oui, puis merci aux auditeurs aussi qui nous suggèrent des contacts. Là, les gens t'écrivent. Oui, là, c'est une autre suggestion de monsieur Baxter Laporte, à qui on avait jasé, puis qui nous promet que lorsqu'il va passer à Québec, il va venir nous voir. Là. Je pense que lui aussi est embarqué dans notre chronique. Là. On aime ça aller aux États-Unis, un petit peu, je dirais, dans le sud-ouest. On va aller en Arizona. Je pense que c'est près de Phoenix. Jaser avec Sacha Blanchet, originaire de Québec. Bonjour, M. Blanchet. Bonjour, ça va bien? Ouais, là, vous nous avez dit tantôt, vous pouvez m'appeler Sacha, il n'y a pas de trouble. Là. Oui. OK. Ça va bien, oui? Oui, super bien. Fait toujours beau ici en Arizona. Ouais, puis ce que je lisais de l'Arizona, puis je pense que je vous ai entendu aussi dans une entrevue, c'est toujours très sec en Arizona. C'est un 90-100, mais sec, ça n'a rien à voir avec un 100 degrés très humide, là. C'est ça, on a pas souvent de pluie ici. Mes parents sont venus ici au mois de février pour un mois. Ça faisait 60 jours qu'il n'y avait pas eu une graine de pluie. Et quand ils sont partis à la fin février, il n'y avait pas eu de pluie encore. Fait qu'il y avait eu, je pense, 90 à 120 jours qu'on n'a pas eu de pluie du tout. Là. Est-ce que je suis dans le champ quand je dis que c'est à peu près 330 jours par année de soleil? C'est ça. En tout cas, moi, c'est très, très rare que je vois des journées qui sont ennuagées. Et quand on a de la pluie, c'est seulement peut-être 1 heure ou 2, mais quand ça tombe, ça tombe. Là. Mais ça doit être fatigant, hein, qu'il fasse tout le temps beau de même. Super pour quand tu veux planifier des activités à l'extérieur, c'est super parce que t'as pas besoin de te demander ce qu'il va pleuvoir. Cette journée-là, il fait toujours beau. Là. Mais vous savez, M. Blanchet, mon animateur ici, lui, il est passionné de la météo. Je pense qu'il décrocherait s'il habitait en Arizona parce qu'il aurait tout le temps la même affaire à dire. mais l'hiver, comparativement à l'été, est-ce que ça joue beaucoup au niveau météo? L'hiver, la température descend un peu plus ici que la Floride. Disons dans le jour, là, c'est plus 15-20 degrés dans le jour. Celsius, plus dans les 60 Fahrenheit, 70 Fahrenheit. Puis les nuits, ça descend quand même là assez bas. Là. Ça descend des fois à 5-10 Celsius là, la nuit. Ça va être décembre, janvier. Après ça, février, ça commence déjà à monter. Puis le mois qui est le plus populaire ici pour les Canadiens, c'est le mois de mars et avril. Parce que c'est les mois vraiment, le mois de mars, c'est vraiment un super beau mois. C'est toujours dans les 25, 26, fait que c'est pas trop chaud encore. Puis il fait toujours beau. Puis on a beaucoup ici d'équipes de baseball qui s'entraînent ici en plus pendant cette période-là. Donc c'est la haute saison, c'est le mois de mars ici. Là. Bon, vous nous ouvrez une porte sur le sport. Il y en a en tabarouette du bon sport en Arizona. Là. Il y a les Coyotes de Phoenix au hockey, Diamondbacks au baseball, puis les Cardinals au niveau du football de la Ligue nationale. Vous êtes gâtés? Oui, on a beaucoup de choix. Le basketball, c'est probablement le sport que je suis le plus. C'est au centre-ville de Phoenix, fait que j'ai des passes de saison à chaque année.
qu'on se partage là, 2 gars ensemble. Puis c'est vraiment là, super là, le basketball. Puis le hockey, c'est le fun aussi. C'est juste que c'est un petit peu plus à l'extérieur de la ville, c'est à Glendale. Mais c'est quand même là, c'est le fun d'aller à une game ou 2 par année là, pour suivre ça. Alors, vous savez que les Coyotes ont failli s'en venir ici à Québec, là, on l'a espéré, puis jusqu'à là 1 an. Est-ce que la nouvelle saison avec les nouveaux propriétaires, ça a été bien? Est-ce qu'on en parle un peu plus du hockey à Phoenix? Pas ben plus. Il y a un peu plus de promotion là, que je vois un peu plus. Mais c'est pas vraiment un sport qui est vraiment reconnu beaucoup là ici là. On a tellement d'options. Le monde il y a vraiment plus le football puis le basketball ici là que le hockey. Hein. C'est certain que je veux dire quand il y a des bonnes games, ça se remplit quand même. Puis il y a une bonne ambiance, mais c'est pas comme au Québec là, comme les gens sont un peu moins intéressés au hockey ici. Ouais. Sacha, ton histoire est un peu spéciale. Ben, t'es un gars de Québec, en passant. Ça fait combien de temps t'es parti? Je suis parti de la région j'étais à Québec au départ, puis ça, je déménageais à Montréal pour aller à l'université pour m'entraîner. Puis j'ai quitté en 99. En 1999, j'ai quitté Montréal. Et je suis venu m'installer aux États-Unis là, depuis ce temps-là. Là. Mais avant ça, Sacha, tu as été un champion canadien en patin artistique? Oui, j'étais dans la période où David Salé puis David Pelletier puis Jimmy Salé. Oui, eux ont commencé à s'entraîner au même centre d'entraînement que moi à Saint-Léonard et j'ai commencé ça à ce moment-là, j'ai commencé à être en compétition directe avec eux et après 2 ou 3 mois, on pouvait voir qu'ils étaient vraiment, vraiment bons ensemble. Donc, j'ai eu une offre pour travailler sur un bateau de croisière. Ils construisaient les plus gros bateaux au monde à ce moment-là. Et ils m'ont demandé d'aller faire des performances de patins sur les bateaux de croisière dans les Caraïbes. OK. C'était le Voyager of the Sea, c'est ça? C'est ça. C'était le premier bateau qui était construit par Royal Caribbean, qui avait une patinoire dessus. Hein. C'est fou, ça. J'avais jamais entendu parler qu'il y avait une patinoire sur un bateau. Une piscine, c'est correct, mais une patinoire. Ouais, est-ce que c'était une dimension régulière ou Non, c'était beaucoup plus petit. C'est 30 pieds par 60 pieds. Hein. Fait que c'est beaucoup plus petit, puis l'audience est autour au complet, mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que des fois là, le bateau il tourne ou des fois il y a des fait qu'on peut sentir là quand on est sur la glace là, le mouvement du bateau. Hein. C'est justement ce que j'allais te demander parce que c'est des bateaux immenses, puis tu sais des fois on le sent pas vraiment qu'il y a de la houle ou quoi que ce soit. Mais toi, t'es sur tes patins, t'as besoin d'un sol ferme quand tu retombes d'un flip ou je sais pas trop, là. Je sais pas comment les nommer, les termes, là, mais ouais, ça devait être quand même assez. Est-ce que tu as chuté à cause de ça ou Pas souvent. Quand il y avait vraiment des grosses tempêtes ou des problèmes, habituellement, ils reportaient le spectacle. Mais souvent, ce qu'on pouvait voir, c'est que les spectacles étaient aux alentours de 7 heures le soir. Et c'était le moment que le capitaine quittait les ports, les villes. Pour retourner, pour se rendre à l'autre destination. Et souvent, le capitaine tournait le bateau d'un côté ou à ce moment-là, on pouvait voir là, que le bateau était penché dans une direction. Puis là, c'était là qui était un peu plus dangereux. Là. On se vient habitué à ça. Puis surtout quand que j'avais une partenaire dans mes bras, dans les airs, c'était assez dangereux quelquefois, mais on n'a pas eu de problème du tout. Là. Ça a été une expérience de combien d'années? Moi, j'ai fait ça pendant 50 ans. J'ai travaillé avec 3 différents bateaux de croisière. Et à chaque année, ils construisaient un nouveau bateau. J'ai fait ça pendant 5 ans. Puis après 5 ans, là, comme je n'avais assez là, de la vie, là, ces bateaux. Puis la vie. C'est ça, mais ta journée sur le bateau, c'était toujours la même affaire? C'est-à-dire que tu travaillais pendant ton spectacle qui durait quoi, de 7 heures peut-être à 9 heures, c'est ça? Oui, c'était vraiment une belle vie parce qu'on avait seulement 2 soirs de spectacle par semaine. Le reste du temps, toi, tu profites de la vie sur le bateau. C'est ça. Le reste du temps, on se promenait, incroyable. On faisait des îles. C'était vraiment là, une belle vie, puis je regrette pas du tout. Tu as fait le 5 ans avec ta partenaire, la même partenaire aussi? Non, j'ai été obligé de changer de partenaire parce que ma première partenaire est venue avec moi pendant 2 contrats. On a fait 1 an ensemble.
Puis après ça, elle était comme tannée de ça, puis elle a décidé de retourner au Canada. Et après, j'ai changé de partenaire. J'ai patiné avec Isabelle Gauthier de la région de Québec. Et on a fait 1 ou 2 contrats ensemble et ça a vraiment bien été. Puis j'ai fait aussi d'autres contrats avec d'autres partenaires aussi. Donc c'est un milieu que les gens habituellement ils font pas ça longtemps. Là. C'est le fun 1 an ou 2, mais après ça... Ouais, tu veux t'ancrer quelque part, veux pas, à un moment donné, tu veux fonder de quoi, c'est bien beau vivre. On rêve de ça, de partir 1 semaine ou 2 en bateau, 1 mois en vacances, mais là, t'es 5 ans sur le bateau. À un moment donné, là, si tu veux le contraire, tu veux revenir dans ta petite routine, je suppose. C'est ça, ouais. Et, exactement. Par contre, on avait quand même 2 mois ou 3 mois là, de vacances entre là, les contrats de 6 mois. Ouais. Ça a été quand même un beau temps pour pouvoir voyager et puis en profiter pendant ce temps-là. Là. Suite à ça, toi, tu décides de venir t'installer, tu vas t'installer aux États-Unis, en Arizona, puis tu deviens une espèce d'agent immobilier là, ou dans le domaine de l'investissement également, là. C'est ça. Moi, au départ, en 2002, j'ai engagé un avocat américain pour pouvoir devenir avoir une carte verte, là, une résidence permanente aux États-Unis. Donc, j'ai appliqué avec l'avocat. Donc, j'ai monté un dossier. C'était un avocat qui avait déjà travaillé avec d'autres athlètes internationaux. Donc, j'ai été capable de passer sur ils appellent ça habileté extraordinaire. Donc, j'ai été capable de passer dans cette catégorie-là. Donc, ça a été plus facile pour moi d'avoir une carte verte juste à cause de mon expérience puis mes titres canadiens que j'avais en patinage. Et je suppose que le temps, t'étais là depuis combien d'années, là, à faire ce domaine-là, à faire ce métier-là? En immobilier, ça fait depuis 2004. J'ai sorti des bateaux fin 2004 et j'ai commencé à m'établir en Arizona. Et c'est là que j'ai commencé à faire l'investissement immobilier. J'ai vraiment... Donc la crise américaine, la crise immobilière, toi, tu l'as vécu, là. Ça a frappé de plein fouet, là. Je l'ai vécu complètement et ça a été comme vraiment bon pour moi, là, la crise là, de notre côté. C'est certain qu'il y avait une période là, en 2006-2007 où les prix chutaient très, très rapidement. Ça a été plus difficile, mais après, quand 2008 est venu, là, ça a été une bonne période parce que les prix ont tellement chuté que c'était un bon temps pour acheter des propriétés ici en Arizona. C'est là que j'ai commencé à vendre des propriétés aussi à plusieurs Québécois qui se sont intéressés à acheter des propriétés. Donne-nous des exemples. Moi, j'ai entendu l'entrevue. Donne-nous des exemples à nos auditeurs là, de chutes dramatiques de prix de maison en Arizona, là. Ouais, pour une maison comme dans les banlieues, ici je pourrais dire environ à 20 minutes du centre de la ville, 20-25 minutes, il y avait des maisons qui étaient flambant neuves, qui ont été bâties en 2006-2007, des maisons qui valaient 240, 250 000, qui ont descendu en 2008-2009 jusqu'à 65 000, 70 000. Ça n'a pas de sens. C'était des belles maisons, c'était des maisons flambant neuves avec 3 chambres à coucher, 2 chambres de bain, 2 garages. La piscine, souvent? Ouais, souvent, il y avait des piscines aussi. Y a-tu beaucoup de Québécois qui ont profité de ça? Énormément. Beaucoup d'aubaines. Les prix ont monté un peu, mais pas assez pour rejoindre les prix de 2006 et 2007. Là, on est encore beaucoup plus bas. Donc, il y a encore énormément de Québécois qui viennent s'installer, qui achètent des propriétés ici comme résidence secondaire, surtout des golfeurs. Parce qu'on a tellement de terrains de golf. On a au-dessus de 300 terrains de golf en Arizona ici. Hein. Donc, il y a des terrains de golf partout, puis les gens, ceux qui adorent le golf, ils viennent passer 3 ou 4 mois par année ici, puis ils jouent à la planche là, sans arrêter. Là. Hey, pourquoi pas se trouver un beau pied à terre de 70 000 avec 2 belles portes de garage? Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ça, donc, il y a encore, même justement, la semaine dernière, j'ai vendu un condo à un Québécois qui a acheté un condo, puis ils ont payé 55 000 $. Il y avait un peu de rénovation à faire, mais il y a encore des aubaines à faire là, ici en Arizona. Et je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont acheter le condo puis ils vont le louer là, à l'année. C'est ça ou au mois? C'est ça. Il y en a plusieurs qui achètent, puis eux sont pas prêts encore. Il y en a qui sont pas prêts encore à l'habiter là, pour 3 ou 4 mois par année parce qu'ils n'ont pas encore pris leur retraite. Fait que qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent la propriété. Notre compagnie s'occupe de la louer à long terme, trouver un locataire pour 1 an ou 2, et après que le bail est terminé,
Les gens reviennent ici, ils mettent de la peinture, et ils changent les planchers et le meuble au complet. Et ils commencent là, à vivre là, 3 ou 4 mois par année dans la propriété. Il me semble que c'est un peu une situation de rêve que tu puisses t'acheter un condo en Arizona, que les gens s'occupent de le louer pour toi, puis j'imagine que ça vient un peu couvrir ton investissement, la location, là, ça doit se louer quand même à l'année, ça? Oh, absolument. C'est très, très facile à louer ici. Il y a d'autres personnes qui louent seulement des golfeurs ou à court terme. Ils vont faire la location, ils vont s'occuper de louer leur propriété eux-mêmes à des golfeurs, par exemple. Ils vont la meubler au complet, puis ils achètent une grande propriété sur un terrain de golf, puis ils louent à toutes les semaines des gens différents qui viennent passer une semaine de vacances ici. Hein. Raconte-nous l'achat de ta première maison, que je pense que tu as payé 60 000 $, tu l'as revendu. C'est parce que toi, tu achètes des maisons, tu les rénoves et tu les revends. Oui, je fais ça à temps partiel. Là. C'est pas ce que je fais à temps plein, mais je fais toujours l'acquisition d'une dizaine de propriétés par année, comme ça, avec des partenaires qu'on s'associe ensemble. On achète des vieilles propriétés, le plus des années 50, 60. On refait tout l'intérieur, refait les planchers, la plomberie, l'électricité, puis absolument on la remet à vendre là, 6 à 7 mois plus tard, vraiment rénové au complet. Mais il y a encore des profits à faire pour ça, mais il y a beaucoup de travail. C'est pas pour tout le monde. Mais de ce que j'ai entendu, toi, tu penses que tu l'avais acheté 60 000, tu l'as vendu 250 000, c'est ça? Et on a déjà fait ça une fois, mais il y a beaucoup de travail à faire. Ben oui, là, j'imagine que tu as dû mettre au moins un 50 000 de rénovation, là, si tu dis que tu fais tout l'intérieur. Sur ce cas-là, on avait mis beaucoup plus que ça. Ah, OK. Quand même, on avait mis au moins 125 000 là, dedans. Là. OK. Ouais. D'où vous êtes? Vous êtes à combien de temps du Grand Canyon? Environ 3 heures de route. Environ 3 heures là, pour se rendre au Grand Canyon. Ouais. Et il y a Sedona qui est très, très près. Sedona, qui est une très, très belle communauté. Super pour faire des randonnées pédestres. Super belle vue. Là. Tu peux voir toutes les montagnes sont rouges aux alentours. Wow. L'arrivée du club de hockey, je me souviens, il y a eu un branle-bas de combat. Là. Semble-t-il que Glendale avait coupé des policiers, les bibliothèques, tout ça. Est-ce que ça s'en est parlé longtemps dans les médias de ça? Le fait qu'on investisse, qu'on subventionne les futurs acheteurs pour l'équipe de hockey, mais c'est la population qui avait payé un peu pour des services, là. Oui, non, on en parle beaucoup moins ici qu'on en parlait au Québec, là, je pense. Ah oui? C'est vraiment étrange parce que justement, j'avais les nouvelles plus de mes parents qui habitent encore dans la région de Québec et qui me disaient qu'est-ce qui se passait là ici. Je suis quand même les nouvelles régulièrement, puis tu sais, on en parlait un petit peu, mais tu sais, c'était pas le sujet important là, de la région aussi. Là. Il y a tellement de choses qui se passent toujours ici en Arizona. Il y a de plus en plus d'industries qui viennent s'installer ici. Justement, les biscuits Leclerc viennent une entreprise, une grosse entrepôt aussi, qui vont ils vont avoir une grosse manufacture de biscuits ici dans la région de Québec, dans la région d'Arizona. Là. Est-ce qu'il y a une communauté québécoise qui se retrouve outée, là? Je veux dire, tu sais, c'est le fun des fois. Tu vas aller dans l'Ouest canadien, puis à la Saint-Jean, les Québécois vont se retrouver à quelque part. Vous, est-ce que vous côtoyez, puisque tu as l'air de dire qu'il y a quand même pas mal de Québécois qui ont investi dans le coin? Oui, il y en a beaucoup de Québécois, mais quand même, on est encore dans une période qu'ils viennent pas vivre ici toute l'année, ils viennent quelques semaines ou quelques mois par année. Donc, et les gens sont tous éparpillés. On n'a pas vraiment de région où que tous les Québécois se tiennent à même endroit, comme en Floride qu'on peut voir ici. C'est plus éparpillé, puis il y a moins de groupes présents en ce moment. C'est plus un marché qui est émergent. Pour les Québécois, il n'y en a pas énormément encore. C'est un marché qui est vraiment inconnu pour les Québécois. Les gens en parlent, ils en entendent parler par leurs amis, mais il n'y en a pas beaucoup de gens qui sont venus vivre ici ou venir en voyage encore. Là. Ça commence. Une petite dernière avant de te laisser aller, Sacha. Ici, on parle beaucoup d'économie. Ça ressemble à quoi dans ton coin au niveau des taxes, des impôts, des taxes foncières? Le prix de l'essence. Prix de l'essence, tout ça. Là. Dès qu'on sort de l'argent, ça ressemble à quoi là, à tous les niveaux? Oh, le prix de la vie ici en Arizona est beaucoup plus bas qu'au Québec. En ce moment,
on peut encore là s'alimenter puis pour beaucoup moins cher qu'au Québec là. Je peux dire que même une bouteille de vin, mes parents ils viennent ici, ils en viennent pas, on peut acheter des bouteilles de Bordeaux pour 6 ou 7 $ encore ici là. Comme on peut pas trouver ça au Québec. Là. Absolument pas. Non. Le coût de la vie est beaucoup moins haut. L'essence est la moitié du prix ici qui est au Québec. Les propriétés, les logements, c'est moins haut aussi. Tout est beaucoup moins cher en ce moment. Mais les prix vont commencer à remonter tranquillement. On peut voir l'économie s'améliore énormément ici et beaucoup d'entreprises qui déménagent ici en ce moment. Justement, tu parles d'entreprise. Qu'est-ce qui fait vivre la population là-bas? C'est quoi le plus grand facteur d'emploi là-bas, le plus grand... la plus grosse compagnie qui engage, peut-être? On a beaucoup d'industries de Intel qui s'occupent de construire des processeurs pour les ordinateurs. Étant donné que le climat est tellement chaud aussi et sec, c'est que c'est très bon pour pouvoir construire l'électronique. Okay. La haute technologie, Amazon.com aussi est très gros aussi. Beaucoup d'industries de distribution. Énormément pour Honeywell aussi, c'est une autre industrie par exemple qui est localisée ici. Donc on a beaucoup d'industries en technologie et aussi en tourisme aussi. Le tourisme est énorme dans la haute saison, je dirais de novembre jusqu'à fin avril. C'est très occupé en tourisme ici. Sacha Blanchet, merci beaucoup. Ça a été très intéressant. Ça donne le goût de partir. Un passage au Québec, ça nous prend une visite en studio. Parfait, je vais être là au mois de juillet. Oui, puis je suis certain que vous regardez à l'extérieur, vous voyez soit des cactus ou des palmiers. Oui, c'est ça, exactement. En tout cas, on peut juste te dire qu'il reste encore un petit peu de neige aujourd'hui, le 2 mai à Québec. Oh wow! Merci bien, Sacha. Merci. Ça fait plaisir. Bye-bye. Ça complète la semaine, Martine. Ah oui, puis ça va faire du bien de se reposer là, avec l'émission qu'on vient d'avoir. C'est fou. OK, bonne fin de semaine. Robbie s'en vient. Mario sera là avec Michel Barrette à soir à 21h pendant au moins 2 heures. Gros show ce soir dans le show tard. Bonne fin de semaine, les gens du rock, tout ça. On se reparle lundi 5h. Bye-bye. Le 5 à 7. Le 5 à 7. Radio X. La capsule événement, une présentation du centre d'occasion Le Prix du Gros qui vous offre de rouler tout l'été en décapotable sans payer un sou. Passez à la méga vente du 1er au 4 mai seulement. Plus de 100 décapotables en main. Détail au centre d'occasion Le Prix du Gros, rue Marais, voisin du Renault Dépôt. Capsule Radio X. Capsule événement. Les 15 et 16 juin ainsi que les 4, 5 et 6 septembre, c'est le spectacle de Mesmer intemporel à la salle Albert-Rousseau. C'est plus de 140 000 billets vendus. De retour triomphal d'Europe. C'est encensé par les critiques. Vous devez vraiment voir ce spectacle-là. Pour toutes les infos, allez sur sallealbertrousseau.com. C'est le 5e anniversaire de Gestock qui vous invite à visiter son nouveau magasin qui a doublé en superficie. Et avec tout achat, vous obtenez une chance de gagner un vélo Louis Garneau d'une valeur de 800 $. Gestock est spécialiste en vêtements corporatifs de travail et de sport. Allez faire votre tour sur Pierre Bertrand, voisin de l'Euphorie, sur gestock.ca. Du 5 au 8 novembre, à la salle Albert-Rousseau, Mike Ward est de retour avec son 3e one-man show intitulé Chien. Dépêchez-vous parce que déjà 3 supplémentaires avant même le premier spectacle. L'achat de billets se fait sur mikeward.ca. Et finalement, le 10 mai prochain, c'est le Monster Spectacular G1 Tour au Colisée Pepsi. Il y aura Bounty Hunter, Black Stallion et le nouveau champion Monster Jam. Overkill Evolution sera conduit par le fils de Black Stallion.